Dans la cuisine, emplie d'arômes alléchants, moi, Catherine, je remuais le bœuf stroganoff, pour que la sauce prenne une belle brillance. À côté, sur la cuisinière, une légère soupe aux légumes frémissait, diffusant ce parfum délicat, tant apprécié par la famille de mon mari. D'un revers de main, j'ai essuyé les perles de sueur sur mon front, me disant intérieurement que le dîner de ce soir se devait d'être impeccable. Ces derniers jours, Julien rentrait tard. Son visage était toujours tendu, à cause de l'évaluation annuelle dans l'entreprise d'import-export, où il travaillait. Soudain, la porte d'entrée s'est ouverte à la volée, et le salon s'est rempli de voix fortes et de rires. J'ai sursauté, j'ai baissé le feu à la hâte, et je suis sortie de la cuisine. Au milieu de la pièce, se tenait Julien. Son visage rayonnait, et il arborait un sourire jusqu'aux oreilles. La cravate, que je lui avais soigneusement nouée le matin, était maintenant négligemment desserrée. Il a fait un grand geste de la main, et a appelé d'une voix forte, pleine d'enthousiasme, « Maman, Céline !» Ma belle-mère, Anne, qui regardait la télévision sur le canapé, s'est immédiatement redressée. Céline, la sœur de Julien, est également sortie en courant de sa chambre. Julien s'est raclé la gorge. Son attitude, d'un seul coup, est devenue solennelle et pleine de fierté. Il a annoncé triomphalement que le directeur venait de signer l'arrêté de sa nomination au poste de chef des ventes, devançant ainsi 3 autres candidats très sérieux. Inutile de le dire, l'atmosphère de la maison est instantanément devenue festive. Anne a couru vers lui, et a serré très fort son précieux fils dans ses bras. Ses yeux brillaient d'une fierté incommensurable. Elle n'arrêtait pas de lui tapoter l'épaule, le louant sans cesse, répétant à quel point il était talentueux et exceptionnel, et qu'elle ne l'avait pas élevé et instruit pour rien. Céline a, elle aussi, poussé un cri de joie, se suspendant au bras de son frère, et exigeant qu'il organise un festin grandiose, pour célébrer l'événement. Debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les mains sentant encore l'oignon, je contemplais cette scène de retrouvailles et de liesse familiale. Et au fond de moi, un sentiment étrange grandissait. J'étais heureuse pour mon mari. C'est tout naturel, pour une épouse. Depuis plus de 3 ans, depuis le jour où j'avais revêtu ma robe de mariée, je m'étais volontairement effacée, passant au second plan. J'avais pris en charge toutes les tâches ménagères, je payais toutes les factures, de l'électricité à l'eau, jusqu'au moindre petit détail, pour que Julien puisse se concentrer sereinement sur sa carrière. Ses costumes repassés à la perfection, les rapports, dans lesquels je traquais les fautes de frappe tard dans la nuit, tout cela constituait ma contribution à la carrière de l'homme que j'appelais mon mari. Mais, en ce moment de gloire qui lui appartenait, il semblait que personne ne remarquait mon existence. Anne expliquait encore avec passion à Céline que dès le lendemain, elle appellerait sa ville natale, pour annoncer à tous les proches que son fils était devenu un grand patron. Quant à Julien, d'un geste large et généreux, il a déclaré d'une voix forte, « Ce soir, nous ne dînons pas à la maison. » Il avait décidé d'emmener tout le monde dans le restaurant de fruits de mer le plus luxueux, en plein centre de Paris, sur l'avenue des Champs-Élysées, pour fêter ça. Il a précisé qu'on y servait des crabes royaux et des homards, et que le dîner coûtait environ 150 € par personne. Mais aujourd'hui, il régalait, et l'argent n'était pas un problème. Céline a poussé un petit cri d'excitation, et a immédiatement couru dans sa chambre, pour choisir une tenue et se maquiller. Anne s'est, elle aussi, dépêchée de rejoindre son armoire, marmonnant dans sa barbe. Que devait-elle porter, sa robe en velours ou son nouveau tailleur, pour être à la hauteur de son statut de mère du chef de service? Julien s'est tourné vers moi. Son regard a glissé sur mon vieux tablier. Il ne s'est pas approché pour me serrer dans ses bras, n'a pas prononcé un seul mot de gratitude envers la femme qui se tenait derrière son succès. Il m'a simplement lancé, sur un ton bref et autoritaire, « Va te changer vite, on part bientôt. » J'ai hoché la tête en silence, j'ai retiré mon tablier, je l'ai accroché à son crochet, et j'ai éteint le gaz sans un mot. En regardant la casserole fumante de bœuf stroganoff et la soupe, auquel personne n'avait prêté la moindre attention, j'ai laissé échapper un léger soupir. Un léger sentiment d'injustice s'est insinué dans mon âme, mais j'ai rapidement chassé ces pensées, me consolant en me disant que c'était son jour, le jour où les hommes célèbrent leur réussite. Un peu de vantardise, après tout, c'est normal.
Je suis allée dans la chambre, j'ai choisi une robe claire, j'ai opté pour un maquillage léger, me préparant à partager la joie commune avec la famille de mon mari. Bien que cette joie, semblait-il, m'eût par hasard oubliée, quelque part dans un coin de cette même maison. Les préparatifs de toute la famille ont pris près d'1 heure. Alors que j'avais déjà mis ma robe, coiffé mes cheveux, et que j'attendais dans le salon, mon sac à la main, Anne et Céline venaient tout juste de sortir. Anne portait une somptueuse robe en velours bordeaux. À son cou, brillait un collier de perles. Céline avait enfilé une robe coquette, aux épaules dénudées. Son visage était soigneusement maquillé, et elle laissait dans son sillage, un parfum fort qui se sentait à démettre. Julien, lui aussi, avait troqué son costume pour une tenue plus moderne, plus décontractée, et avait fixé ses cheveux avec du gel. Tous les 4 se tenaient côte à côte, discutant avec animation, pour décider dans quel coin du restaurant ils prendraient des dizaines de photos, destinées aux réseaux sociaux, afin de faire sensation. J'ai souri légèrement, et je me suis approchée, avec l'intention de rappeler à tout le monde de prendre un manteau, car le fond de l'air s'était rafraîchi dehors. Mais, dès l'instant où j'ai enfilé mes talons hauts, l'atmosphère de la maison a brusquement changé. Anne, tout en réajustant sa robe, s'est soudainement arrêtée, et a toussé légèrement. Elle a jeté un regard évaluateur sur nous 5, rassemblés près de la porte. Ses sourcils se sont légèrement froncés. Sur son visage, une expression de calcul est apparue de manière évidente. Elle a pris la parole, d'un ton froid et détaché. Elle a fait remarquer que dans leur voiture familiale, il n'y avait que 5 places. Si l'on comptait Julien au volant, et elle-même sur le siège passager avant, il faudrait que 3 personnes se serrent à l'arrière, le père de Julien, qui attendait en bas, Céline, et moi. Elle a fait claquer sa langue, se plaignant que la banquette arrière était déjà étroite, et que si 3 adultes s'y entassaient, il y ferait très chaud et on s'y sentirait étouffé. De plus, une voiture trop chargée roulerait lentement, consommerait beaucoup d'essence, et risquerait d'abîmer le moteur de son fils. Je me suis figée. Mes mains, qui ajustaient la lanière de mon sac, se sont soudainement engourdies. J'ai d'abord cru qu'elle plaisantait, mais dans son regard, braqué directement sur moi, il n'y avait pas la moindre trace d'humour. Anne a lâché avec désinvolture, comme si elle donnait un ordre, « Tu vas rester à la maison, pour qu'on n'ait plus d'espace. » Et puis, aller dans un restaurant aussi cher. C'est une telle dépense. Moins on est nombreux, mieux c'est. Cet argent sera bien plus utile à Julien, pour ses futurs frais de représentation. Ces mots, prononcés avec tant de légèreté, se sont abattus sur moi comme des pierres. Je n'ai même pas eu le temps de réagir, que Céline, debout juste à côté, a immédiatement renchéri. Ma belle-sœur a tordu les lèvres, et a fait remarquer, avec un sarcasme mordant, que je mangeais très lentement, et que dans un restaurant où le temps est compté, je serais toujours perdante. Céline a également souligné que, de toute façon, je n'aimais pas les fruits de mer, et que si je commandais simplement du riz ou des pâtes, ce serait un pur gaspillage pour un menu à 150 €. Elle m'a conseillé de rester sagement à la maison, et de finir le bœuf stroganoff, histoire de ne pas jeter la nourriture. Mon cœur s'est serré, comme pris dans un étau. C'était une insulte ouverte, à peine voilée, proférée en plein cœur de cet appartement, qui, sur les documents officiels, m'appartenait. J'ai regardé Julien, l'homme dont je venais secrètement de célébrer la réussite. J'attendais de lui une parole juste, une marque de protection envers son épouse légitime. Mais, en guise de soutien, je n'ai vu qu'une pitoyable lâcheté. Julien évitait soigneusement mon regard implorant. Il a plongé le nez dans l'écran de son téléphone, faisant semblant de faire défiler quelque chose. Il a bredouillé quelques mots inarticulés, lâchant au passage que je ferais mieux de rester à la maison, de grignoter un morceau, et que, ce week-end, il m'emmènerait manger des grillades. Les mots de Julien ont été le coup de grâce, tranchant le dernier fil ténu de mon espoir. De misérables grillades en guise de compensation, pour l'humiliation et le rejet subis, le jour même où l'on fêtait la promotion de mon mari. Ils m'excluaient de sang-froid de leur joie collective, me considérant comme une étrangère, un fardeau inutile, un poids mort occupant de la place dans une voiture, pour laquelle c'était moi qui avais payé l'apport initial. Cette excuse ridicule concernant la voiture trop petite, n'était qu'un écran de fumée, dissimulant le mépris,
l'égoïsme et la cruauté, profondément ancrés dans les veines de cette famille. Ils voulaient seulement récolter les fruits, tandis qu'à leurs yeux, je resterais à jamais une servante gratuite, indigne de s'asseoir à la même table qu'eux. Le salon s'est muré dans le silence. Un silence si pesant, que j'entendais distinctement le tic-tac de l'horloge murale. Anne et Céline, le menton levé, avaient croisé les bras, et attendaient ma réaction. Elles étaient probablement persuadées que j'allais fondre en larmes, commencer à faire des reproches, ou, dans le pire des cas, provoquer un scandale, en exigeant qu'ils m'emmènent avec eux. Julien restait la tête baissée, les épaules rentrées, agissant comme un simple spectateur, totalement étranger à ce conflit familial. Ils attendaient, soit une explosion de colère, soit une soumission résignée, comme cela s'était produit tant de fois auparavant, lorsque je tolérais tout, pour préserver la paix du foyer. Mais, contre toute attente, après un bref moment de stupeur, j'ai soudain senti toutes mes émotions négatives s'évaporer. Mon esprit s'est totalement éclairci. Je ne ressentais ni douleur, ni colère. Je n'éprouvais qu'une lucidité absolue, claire comme le jour. Le fardeau de ces 3 années passées dans la peau d'une belle fille, 3 années de docilité et de complaisance, 3 années à essayer de plaire à des gens qui ne m'avaient jamais considérée comme l'une des leurs, tout cela a glissé de mes épaules avec une facilité déconcertante. Ce n'était pas un mépris éphémère, c'était leur véritable nature. Et j'ai compris que je n'avais plus à essayer de me forcer, pour entrer dans une voiture qui ne m'était pas destinée. Au sens propre, comme au figuré. J'ai gardé la tête haute, j'ai regardé Anne droit dans les yeux, puis j'ai fixé Julien. Les coins de mes lèvres se sont lentement étirés vers le haut. J'ai souri, d'un sourire radieux, serein, et, étonnamment, empli de liberté. Il n'y avait pas la moindre once de tension, ou d'amertume dans mon expression. C'était le sourire d'une prisonnière, qui venait de trouver la clé de sa propre cellule. J'ai répondu à Anne, d'une voix douce mais parfaitement claire, « Vous avez tout à fait raison. À 5 dans la voiture, on est vraiment à l'étroit. Je préfère me reposer à la maison, faire un peu de rangement. Allez-y, amusez-vous bien, et mangez copieusement, pour rentabiliser le prix du repas. » En voyant ma réaction, d'une docilité et d'un calme inattendu, Anne a été visiblement satisfaite. Son visage s'est détendu, et un sourire narquois, empreint de satisfaction, est apparu sur ses lèvres. Elle a fait un geste de la main, et m'a félicité, d'être enfin devenue raisonnable. Après tout, une épouse doit savoir se sacrifier, et céder sa place à son mari, pour qu'il puisse briller. Céline a ricané à son tour, a attrapé son sac à main de contrefaçon, et a franchi le pas de la porte. Ce n'est qu'à ce moment-là, que Julien a poussé un soupir de soulagement, et a levé vers moi, un regard teinté de culpabilité. Il a lancé à la hâte, de ne pas oublier de verrouiller la porte, puis s'est empressé de suivre sa mère et sa sœur. Aucun d'entre eux ne s'est retourné vers moi. Pas un signe de la main en guise d'au revoir, pas un regard attardé. Le claquement des talons sur le carrelage du couloir s'est éloigné. La sonnerie de l'ascenseur a retenti, puis la porte métallique s'est refermée avec un cliquetis, emportant toute leur famille vers un monde invisible de luxe, me laissant seule, figée au milieu de ce vaste appartement. Dès que leurs silhouettes ont complètement disparu, le sourire sur mes lèvres s'est effacé, cédant la place à une froideur, et à une détermination inédite. L'appartement a plongé dans un silence absolu. Dans l'air, flottait encore l'odeur du parfum bon marché de Céline, et de la cire pour les cheveux de Julien, créant une atmosphère suffocante, presque écœurante. J'ai pris une grande inspiration, ressentant le vide, mais éprouvant en même temps un grand sentiment de liberté. Ce mariage, cette patience infinie, il était grand temps d'y mettre un point final. Ils avaient pris prétexte d'une voiture trop petite, pour me jeter hors de la fête. Eh bien, moi, j'allais prendre prétexte d'un appartement trop petit, pour les jeter hors de ma vie. La purification commençait à la minute même. Je me suis retournée, et d'un pas vif, je me suis dirigée vers la chambre. Mes mouvements étaient résolus, précis, sans la moindre hésitation, sans aucun tremblement. J'ai descendu de la mezzanine une grande valise noire, celle que j'utilisais pour mes longs voyages d'affaires, avant mon mariage. La posant sur le sol, j'ai commencé à ouvrir les portes de mon dressing.
Je n'ai pris que ce qui m'appartenait réellement. Mes tailleurs professionnels, achetés avec mon argent, mes robes simples, mes cosmétiques et mes effets personnels. Je les ai soigneusement pliés et rangés dans la valise. Les quelques objets de valeur que Julien m'avait offerts pour mes anniversaires, ces robes en soie, qu'Anne m'obligeait à porter, je les ai tous laissés à leur place sur les cintres. Je ne voulais rien emporter qui puisse me lier à cette famille, pas même un fil. Une fois mes vêtements rangés, je me suis approchée du coin, où se trouvait un petit coffre-fort électronique. J'ai tapé le code familier. Un bip a retenti, et la lourde porte s'est ouverte. J'ai sorti tous mes papiers, ma carte d'identité, mon passeport, mon acte de naissance, et, le plus important, j'ai délicatement retiré le titre de propriété, précieusement rangé dans une pochette transparente. Sur le document, noir sur blanc, figurait mon nom, en tant qu'unique propriétaire. Cet appartement de haut standing était le fruit de mes longues années de travail acharné, à l'époque où je travaillais jour et nuit, économisant chaque centime, bien avant ma rencontre et mon mariage avec Julien. Lorsque nous nous sommes mariés, prise de pitié pour lui, car sa famille n'était pas très aisée, j'avais moi-même proposé d'emménager ici, pour le soulager du poids de l'achat d'un logement. J'avais transformé mon bien personnel en notre foyer commun, mais ma générosité n'avait fait que se heurter à la cupidité et au mépris de sa famille. Ce titre de propriété était mon talisman, la preuve la plus éclatante de mon véritable pouvoir, dans cette partie d'échecs. J'ai glissé le document dans une poche secrète de la valise, puis je l'ai refermé. Le bruit sec de la fermeture éclair, courant le long de la valise, a déchiré le silence de la soirée. Ayant terminé, j'ai levé la tête, et mon regard s'est posé sur la grande photo de mariage, accrochée au mur en face du lit. Sur la photo, Julien m'enlaçait par la taille. Nous sourions tous les deux, l'air si heureux. À présent, ce sourire me paraissait tellement vide, tellement faux. Je me suis approchée, j'ai fermement saisi le cadre en bois, et j'ai tiré pour décrocher la photo du clou. Ce lourd tableau, qui portait en lui tous les espoirs d'un mariage heureux, était désormais devenu un objet encombrant. Je n'ai pas cherché à le briser. La colère bruyante n'est pas dans mes habitudes. J'ai simplement posé la photo par terre, en silence, la glissant dans un recoin sombre, contre le pied de l'armoire, de sorte que l'on ne voyait plus que son dos moisi. Son existence dans cette pièce était officiellement terminée, tout comme l'étaient mes sentiments pour Julien, épuisés jusqu'à la toute dernière goutte. Après avoir enfilé un long manteau, j'ai pris ma valise, et je suis sortie dans le salon. J'ai jeté un dernier regard sur ma maison, que j'avais autrefois tant chérie, sur chaque vase, chaque rideau. Il n'y avait aucun regret en moi, seulement un calme glacial. J'ai coupé l'électricité de tout l'appartement. L'obscurité a instantanément englouti le moindre recoin. Je suis sortie dans le couloir, et j'ai claqué la porte. Un déclic sec, provenant de la serrure électronique, a retenti. J'ai commandé un taxi depuis mon téléphone, et je suis entrée dans l'ascenseur, m'éloignant résolument, sans jamais me retourner. Un poids énorme venait d'être ôté de mon âme. À partir de cette nuit, tout se déroulerait selon mes propres règles. Le taxi glissait sous la lumière jaune des réverbères de Paris, laissant derrière lui les grands immeubles illuminés du quartier. J'ai appuyé ma tête contre la vitre, regardant le flot de voitures se presser sur l'avenue de la Grande Armée, en direction du centre. Dehors, le vent d'hiver hurlait, mais à l'intérieur de moi, tout était étonnamment calme et chaleureux. Le trajet en taxi a duré moins de 30 minutes, mais j'avais l'impression d'avoir franchi une frontière immense, la frontière séparant une oppression étouffante, d'une légèreté libératrice. Le taxi s'est arrêté devant un portail familier, peint couleur mousse, dans une petite rue calme. Je suis sortie avec ma valise, j'ai payé le chauffeur, et j'ai appuyé sur la sonnette. Quelques instants plus tard, le bruit métallique de la serrure s'est fait entendre. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte, portant toujours ses vêtements d'intérieur en soie, avec un léger gilet jeté sur les épaules. En me voyant avec cette énorme valise, elle est restée figée de stupeur pendant une seconde. Elle m'a rapidement fait entrer dans la cour, me demandant avec angoisse ce qui s'était passé, si je m'étais disputée avec mon mari, au point de devoir débarquer chez mes parents avec mes affaires au beau milieu de la nuit. J'ai souri pour la rassurer,
et je lui ai dit qu'il n'y avait eu aucune dispute. Simplement, j'avais compris beaucoup de choses, et j'avais décidé de tout arrêter. Lorsque je suis entrée dans le salon, mon père, qui était assis en train de lire le journal du soir avec une tasse de thé chaud, s'est levé d'un bond, lui aussi. L'atmosphère est instantanément devenue grave. Je me suis assise sur le canapé, et je leur ai raconté calmement tout ce qui s'était passé dans la soirée, la promotion de Julien, l'excuse absurde d'Anne concernant la voiture trop étroite, les approbations hypocrites de sa sœur, et le silence lâche de Julien. J'ai tout relaté de manière claire, sans rien embellir, et sans verser la moindre larme. Après m'avoir écouté, mon père a reposé sa tasse avec force, sur la table en chêne. Un coup sec a résonné. Son visage avait viré au pourpre, sous l'effet de la colère. C'était un père strict, mais aimant inconditionnellement ses enfants. Il a déclaré que cette famille avait dépassé toutes les limites de l'acceptable. Puisque leur bassesse s'était révélée au grand jour, il n'y avait aucune raison pour que sa fille endure cela un jour de plus. Ma mère, le cœur lourd, m'a serré contre elle. Sa main caressait doucement mes cheveux. Elle a rappelé que sa fille avait été élevée comme une princesse à la maison, et qu'une fois mariée, elle se retrouvait humiliée et méprisée. Reviens à la maison, ma fille. Nous aurons toujours assez de pain pour te nourrir. Remarquant que j'étais fatiguée par le trajet, ma mère s'est aussitôt dirigée vers la cuisine. Elle a déclaré que, même si le ciel devait nous tomber sur la tête, le dîner devait être servi. Peu de temps après, elle a dressé la table avec un repas chaud. Pas de fruits de mer hors de prix, pas de mets délicats, juste les plats simples que j'aimais depuis mon enfance, une assiette de pommes de terre bouillies toutes chaudes parsemées d'anettes, une assiette de boulettes de viande faite maison, dégageant un délicieux parfum d'oignons frits, et quelques cornichons croquants. J'ai pris l'assiette que ma mère me tendait. La vapeur chaude s'élevait, portant avec elle ce réconfort familier de mon enfance. La saveur juteuse des boulettes de viande, et le goût tendre des pommes de terre, fondaient dans ma bouche, balayant toute ma fatigue. Assise devant mon dîner, baignée dans la chaude lumière jaune, j'écoutais mon père tout sauter légèrement, et ma mère me demandait si je trouvais ça bon. L'attention sincère et inconditionnelle de ma famille contrastait radicalement avec le calcul froid et la fausseté de ceux qui, en ce moment même, se délectaient d'un dîner à 150 € par tête. J'ai compris que le véritable bonheur ne se trouvait pas dans les restaurants luxueux, ni dans les postes prestigieux. Il était juste là, là où l'on m'aimait sans aucune condition, là où la porte m'était toujours ouverte, là où l'on me protégerait de toutes les tempêtes de la vie. Chaque bouchée avalée me remplissait de force, me préparant aux décisions radicales que j'allais prendre cette nuit même. Leur banquet allait bientôt se terminer, mais ma propre pièce de théâtre ne faisait que commencer. Le dîner chez mes parents s'est déroulé dans une atmosphère incroyablement calme et chaleureuse. Cela n'avait rien à voir avec ces éternels repas bruyants et agités, où je devais sans cesse servir à manger à ma belle-mère et surveiller l'expression sur le visage de ma belle-sœur. À présent, je pouvais simplement savourer chaque bouchée de cette nourriture simple, en toute tranquillité. Mon père m'a rajouté une boulette de viande dans l'assiette, en disant « Mange plus, ma fille, reprends des forces ». Ces mots étaient profonds et réconfortants. On y sentait toute l'assurance d'un père, qui avait passé sa vie à protéger ses enfants. Nous étions tous les trois, les personnes les plus proches de mon cœur, assis autour de la table, buvant le thé vert fraîchement infusé par mon père, et profitant de cette rare sérénité. À cet instant, mon smartphone, posé sur la table, s'est mis à vibrer. Le son des notifications de nouveaux messages a brisé le silence de façon répétée. J'ai jeté un œil à l'écran. L'icône de la conversation de groupe de « leur famille » clignotait sans arrêt. Mes parents se sont tus, et m'ont regardé. J'ai pris une grande inspiration, j'ai saisi le téléphone avec calme, et je l'ai déverrouillé. Je fus aussitôt submergé par un flot de photos en haute résolution. Ma belle-sœur Céline envoyait sans discontinuer des gros plans de fruits de mer hors de prix. Voici un plat avec d'énormes pinces de crabe royal, là, une assiette de homard nappé de sauce au fromage, et enfin, un plateau d'huîtres, garni avec une pompe incroyable. Immédiatement après les photos de nourriture, a suivi un selfie de toute leur famille. Sur la photo,
Anne rayonnait de bonheur, tenant un verre de vin rouge à la main. Julien se tenait derrière elle. Son visage était rougi par l'alcool. Il tenait sa mère et sa sœur par les épaules. Ils avaient tous l'air satisfaits d'eux-mêmes, repus, et incroyablement fiers. Ces photos étaient accompagnées de messages sarcastiques et venimeux de la part de Céline. Elle tapait très vite, envoyant plusieurs messages d'affilée, dans lesquels elle disait qu'il ne m'était pas destiné de profiter d'une telle vie. Elle écrivait que la nourriture ici était tout simplement divine, qu'elle ne sentait pas l'huile de friture, contrairement à la bouffe de campagnarde que je préparais habituellement. Elle m'a même demandé, de manière tout à fait intentionnelle, si ce n'était pas trop amer pour moi de finir mon bœuf stroganoff à la maison, et m'a conseillé de bien laver la vaisselle après, pour que la cuisine ne pue pas. Dans la foulée, Anne a envoyé un message vocal. Sa voix perçante, volontairement forte pour que tout le monde l'entende, a résonné dans toute la pièce. Elle affirmait que j'étais habituée à une vie difficile, et que m'emmener dans des restaurants 5 étoiles était un pur gaspillage d'argent. Elle disait qu'il valait bien mieux que je reste à la maison, pour garder l'appartement. Pendant qu'il se détendait, j'étais beaucoup plus utile ainsi. En entendant ces mots cruels, crachés par le haut-parleur du téléphone, mon père a viré au rouge, bouillant de colère. Il a serré les poings, et a frappé violemment sur la table. Ma mère, blessée pour moi, a fondu en larmes. Elle voulait m'arracher le téléphone des mains, pour dire à cette famille tout le mal qu'elle pensait d'eux. Mais je l'ai arrêtée aussitôt, en lui prenant la main, et en souriant doucement. J'ai dit à ma mère, de ne prêter aucune attention à ces gens superficiels. Notre colère ne ferait que leur faire plaisir. Je n'ai pas flanché, et je n'ai pas permis à ces images clinquantes d'atteindre mon amour-propre. Je me suis levée, et j'ai pris une photo de notre modeste dîner. L'assiette de pommes de terre à l'aneth, l'assiette de cornichons, les boulettes de viande bien dorées. Juste à côté, les mains calleuses de mon père versant le thé, et le regard bienveillant de ma mère. J'ai immortalisé cet instant, si simple, mais d'une valeur inestimable. Ensuite, j'ai joint cette photo dans le groupe familial. Mes doigts ont couru rapidement sur le clavier, tapant une seule et unique phrase, mais une phrase qui pesait 1000 tonnes. J'ai envoyé un message à toute leur famille, dont le contenu était d'une politesse extrême. Je vous souhaite à tous un excellent appétit. Puisque votre voiture 5 places s'est avérée un peu trop étroite, j'ai décidé de dîner chez ma mère. C'est beaucoup plus spacieux ici, bien plus chaleureux, et je n'ai pas besoin de supporter le regard méprisant des autres. Dès que le message fut envoyé, et sans même attendre leur réaction, je suis immédiatement allée dans les paramètres du groupe, et j'ai choisi de quitter la conversation. Ensuite, j'ai ouvert les contacts d'Anne, de Céline et de Julien, et j'ai bloqué tous leurs appels entrants, ainsi que leurs messages. Chaque pression sur l'écran était comme la rupture de liens invisibles, que je sectionnais sans aucune pitié. Une fois tout cela terminé, j'ai posé mon téléphone sur la table, et j'ai soupiré de soulagement. À partir de cette minute, ces personnes avides et cruelles ne pourraient plus jamais me déranger, ou m'insulter, à travers le petit écran de mon téléphone. Après le dîner, ma mère est allée faire la vaisselle, et j'ai demandé à mes parents la permission de m'isoler dans mon ancienne chambre à coucher, pour régler quelques affaires urgentes. Ma chambre de jeune fille avait toujours été tenue dans une propreté impeccable par ma mère. Les draps étaient soigneusement pliés, et sentaient le soleil. Je me suis assise dans le fauteuil, près du bureau, j'ai ouvert mon sac à main, et j'en ai sorti un petit carnet. Toutes mes actions étaient précises, et minutieusement réfléchies à l'avance. La première chose à faire, était d'appeler Sophie. Sophie est ma meilleure amie, depuis nos années d'université. Aujourd'hui, elle occupe le poste de directrice des ressources humaines, dans une grande entreprise. Sophie est reconnue pour être une femme intelligente, déterminée, qui sait parfaitement cerner les gens. Lorsque j'allais me marier avec Julien, elle m'avait conseillé de bien réfléchir, car elle trouvait Julien ambitieux, certes, mais aussi mesquin et profondément égoïste. Mais à l'époque, j'étais aveuglée par l'amour, et toutes ces mises en garde m'étaient entrées par une oreille et ressorties par l'autre. Aujourd'hui, j'avais un besoin vital, de son esprit froid et de sa détermination. L'appel n'a pas duré longtemps.
Dès qu'elle a entendu ma voix, Sophie a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Je suis allé droit au but, lui résumant brièvement tout ce qui s'était passé dans la soirée. Contrairement à mes parents, rongés par l'inquiétude, la réaction de Sophie a été d'une intensité féroce. À l'autre bout du fil, elle a applaudi des deux mains. Sa voix était remplie d'excitation, mêlée à une forte indignation. Sophie m'a félicité d'avoir enfin ouvert les yeux, et d'avoir cessé d'être le souffre-douleur, qui laissait cette famille lui marcher sur les pieds. Sophie m'a assuré qu'elle était de mon côté, et m'a ordonné de me préparer à tout. Elle a ajouté qu'elle partait sur le champ pour me rejoindre. Avant de raccrocher, j'ai demandé une chose extrêmement importante à Sophie. Je lui ai demandé de contacter de toute urgence l'avocat Maître Bernard. Maître Bernard est un avocat très réputé, spécialisé dans les procédures de divorce et les litiges matrimoniaux, qui est également un très bon ami de longue date pour Sophie et moi. J'avais besoin de la présence d'un homme maîtrisant parfaitement les lois, pour que l'abattage de mes cartes, prévu pour cette nuit, se déroule de façon irréprochable, sans laisser la moindre échappatoire à cette famille. Sophie a accepté immédiatement, et m'a promis de passer prendre Maître Bernard, avant qu'ils ne viennent ensemble me chercher chez mes parents. Ayant raccroché, j'ai ouvert ma valise, j'ai glissé la main dans la poche secrète, et j'en ai sorti un épais dossier de documents. Je l'ai posé sur le bureau. Mon regard a glissé sur les papiers à l'intérieur. Ce n'étaient pas des documents découverts à la hâte, mais bien le fruit de mes observations silencieuses et patientes, accumulées au cours des 6 derniers mois. 6 mois, depuis le moment où j'avais commencé à ressentir une froideur, à remarquer des voyages d'affaires soudains et douteux, ainsi que les changements de mots de passe incessants, sur le téléphone de Julien. Dans le dossier, se trouvaient des relevés bancaires, estampillés de tampons rouges. Chaque virement, petit ou gros, et chaque retrait d'espèces, avait été surligné par mes soins au marqueur. Ensuite, venaient les captures d'écran des messages, que j'avais rassemblés durant mes nuits d'insomnie, n'osant fouiller dans son téléphone, que lorsque Julien rentrait ivre-mort. Des correspondances amoureuses, des promesses de cadeaux coûteux, des plans flous pour des vacances avec une femme inconnue. Tout était imprimé en couleur. Mais la pièce maîtresse, c'étaient des photographies nettes, sur lesquelles on voyait Julien en train d'enlacer sa maîtresse, dans le hall d'un hôtel de luxe, en banlieue parisienne chic. Ces clichés avaient été pris par un détective privé que j'avais embauché. Lorsque j'avais découvert ces preuves pour la première fois, mon cœur s'était déchiré de douleur. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, durant ces nuits où Julien prétendait être trop occupé, pour rentrer à la maison. Mais à présent, en regardant ces sales photos, il ne me restait plus une seule larme. L'amour était mort, le respect s'était évanoui. L'épais dossier sur mon bureau s'était transformé en une arme redoutable, mon atout majeur contre celui qui avait trahi ma confiance et piétiné mes sacrifices. J'ai soigneusement rangé le dossier dans mon sac à main, je me suis levée, j'ai ajusté mes vêtements, prête pour l'ultime bataille, pour mon honneur et pour ma propre vie. À 20h tapantes, 2 voitures se sont garées, l'une derrière l'autre, à l'entrée de la résidence de standing que j'appelais autrefois ma maison. Mon père conduisait la première voiture, ma mère assise à ses côtés. Dans la seconde, se trouvaient Sophie et l'avocat, Maître Bernard. Je suis sortie de la voiture, et je me suis retrouvée prise dans l'étreinte solide et réconfortante de Sophie. Maître Bernard, tenant sa serviette en cuir noir à la main, vêtu d'un costume gris strict, dégageait un professionnalisme et une assurance remarquables. Il a fait un signe de tête souriant à mes parents, les rassurant de sa voix grave et chaleureuse, en affirmant que tous les aspects juridiques étaient sous contrôle, et que la famille pouvait être tranquille. Tous les 5, nous avons franchi les portes en verre du hall de l'immeuble. Le vieux gardien à la réception, voyant notre groupe imposant et solennel, a montré un peu de curiosité, mais, face au regard sévère de mon père, il n'a pas osé poser de questions. L'ascenseur nous a lentement hissés jusqu'au 15e étage. Les chiffres sur le panneau lumineux défilaient. En rythme avec eux, mon pouce accélérait. Mais ce n'était pas l'agitation de la peur, c'était l'anticipation du moment où la justice allait enfin triompher. Arrivé devant la porte de l'appartement, j'ai sorti de mon sac à main la carte magnétique familière, et je l'ai plaquée contre la serrure. Un petit bip sec a retenti,
et la lourde porte en chêne s'est entr'ouverte. À l'intérieur, il faisait sombre et silencieux. Exactement comme quelques heures plus tôt, lorsque j'étais parti. J'ai tendu le bras, et j'ai allumé le grand lustre du salon. Une lumière blanche et froide a inondé tout l'espace, soulignant le vide effrayant de la maison. Sophie est entrée la première. Elle a regardé autour d'elle, et a immédiatement remarqué l'absence des bibelots décoratifs, et des petites plantes d'intérieur, dont je m'occupais avec tant de soin. Son regard s'est arrêté sur la porte ouverte de la chambre, où, sur le sol, exposant son dos moisi, gisait la grande photo de mariage. Sophie a ricané froidement, et a lancé avec sarcasme, que retirer cette mascarade du mur, était sans doute ma meilleure décision de la journée. Ma mère regardait avec amertume les étagères vides. Ses yeux se sont remplis de larmes, de compassion pour moi. J'ai invité mes parents, Sophie et maître Bernard, à s'asseoir sur le canapé en cuir, trônant au centre du salon. Je suis allée dans la cuisine, j'ai versé 5 verres d'eau, et je les leur ai apportés. Personne ne prononçait un mot. Tout le monde s'est plongé, dans une attente silencieuse et sous haute tension. Mon père était assis, le dos droit, les mains posées sur les genoux. Son regard perçant était fixé sur la porte d'entrée. Maître Bernard a ouvert calmement sa serviette, a sorti les dossiers contenant les documents juridiques, et les a disposés avec soin sur la table basse en verre. Il m'a donné quelques instructions clés, soulignant qu'il ne fallait en aucun cas céder à l'émotion, lorsque cette famille commencerait à pleuvoir des insultes. J'ai hoché la tête, acceptant son conseil. Je me suis levée, et j'ai éteint le lustre éblouissant, ne laissant que la faible lumière des petites lampes LED au plafond. Le salon s'est retrouvé plongé dans la pénombre, créant une pression invisible, le piège parfait, tendu en attendant le retour de ces bêtes trop sûres d'elles. Les aiguilles de l'horloge murale faisaient tic-tac. Chaque battement résonnait en écho dans le silence. Le temps s'étirait lentement. Tous les 5, nous étions assis, pareils à un mur infranchissable, avec des visages de pierre, attendant patiemment, que les acteurs principaux de cette tragicomédie familiale, intitulée « La famille de Julien », rentrent pour capituler. L'horloge a sonné 22 heures précises. Depuis le couloir, des bruits de pas lourds et traînants, clairement audibles dans le silence du 15e étage, se sont fait entendre. Ces pas étaient accompagnés de voix bruyantes, et de rires sans gêne. La voix perçante d'Anne faisait les louanges des homards de la soirée, affirmant qu'il valait chaque centime dépensé, et que la sauce était si succulente, qu'elle en avait léché l'assiette. Puis, le rire effronté de Céline a retenti, félicitant son frère pour son génie, et exigeant qu'après sa prochaine promotion, il emmène toute la famille à l'étranger. Et enfin, le baryton suffisant de Julien a pris le relais, il se tapait la poitrine, promettant qu'à l'avenir, il roulerait sur l'or, et qu'il pourrait s'offrir tout ce qu'il désirait, sans se poser de questions. Assis dans le salon plongé dans la pénombre, nous n'avons pas bougé. Chaque son, provenant de derrière la porte, était comme un poignard, révélant toute la bassesse et l'avidité de cette famille. La clé a grincé dans la serrure. La porte a été poussée vers l'intérieur. Julien est entré le premier, un cure-dent à la bouche, titubant un peu sous l'effet de l'alcool. Il n'a pas remarqué l'atmosphère exceptionnellement glaciale qui régnait à l'intérieur, et a frappé l'interrupteur mural d'un coup sec. L'imposant lustre de cristal s'est illuminé d'une lumière aveuglante, chassant les ombres de tous les recoins du salon. Les rires et les conversations du trio se sont soudainement interrompus, comme une corde de violon qui claque. Julien, Anne et Céline sont restés pétrifiés sur le pas de la porte. Leurs sourires satisfaits se sont figés, se transformant en de laides grimaces contorsionnées. Par instinct, ils ont reculé d'un pas. Leurs yeux se sont écarquillés d'horreur, en balayant l'appartement du regard. Le spectacle qui s'offrait à eux était un choc, impossible à décrire avec de simples mots. L'appartement, d'ordinaire si bien rangé et douillet, était à présent glacial, et complètement vide. Les vases décoratifs des étagères avaient disparu. La porte de la chambre à coucher était grande ouverte, dévoilant un mur nu, et la photo de mariage brisée sur le plancher. Et le plus terrifiant pour eux, n'était pas la disparition des objets, mais la présence de 5 personnes, assises immobiles sur le canapé en cuir, en plein centre du salon. J'étais assise au centre, les jambes croisées.
Mon regard glacial était braqué droit sur le visage de Julien. À mes côtés, siégeaient mes parents, avec l'expression sévère et courroucée, de personnes profondément outragées. Sophie avait croisé les bras sur sa poitrine, arborant un sourire moqueur et méprisant. Dans le coin, Maître Bernard affichait un calme imperturbable. Ses doigts tapotaient en rythme, sur l'épais dossier posé sur la table. 10 yeux étaient braqués sur le trio, recroquevillé près de la porte. Personne ne prononçait le moindre mot, créant un silence à couper le souffle. Anne fut la première à se réveiller de ce cauchemar éveillé. Son visage, d'abord pâle, est devenu cramoisi de rage. Elle a recraché son cure-dent par terre, et s'est précipitée en avant, pointant un doigt accusateur droit sur moi. Céline, terrifiée, s'est cachée derrière le dos de sa mère. Son regard rusé habituel avait cédé la place à une terreur absolue. Julien est resté cloué sur place. Ses yeux filaient entre moi, mes parents, et cet homme inconnu, en costume, assis sur le canapé. La tension dans l'air était à son comble. Leur fête était officiellement terminée, laissant la place à l'heure des comptes. Le silence étouffant fut rapidement brisé par le cri perçant d'Anne. Retrouvant son arrogance habituelle, d'une belle-mère ayant pris l'habitude de tout régenter, elle a bondi vers la table. Les mains sur les hanches, ses yeux lançaient des éclairs. Elle m'a demandé, d'une voix tonitruante, comment j'osais retirer de mon propre chef la photo de mariage, et déménager des affaires de la maison, sans sa permission. Elle a pointé son doigt vers mes parents, utilisant des termes grossiers pour insulter notre famille, affirmant qu'ils ne savaient pas comment élever leur fille, qu'ils la laissaient faire ce qui lui chantait, et introduire dans la maison de son fils une bande d'inconnus. Anne tapait du pied, hurlant comme une furie, exigeant que nous déguerpissions tous de l'appartement, déclarant que c'était la propriété de leur famille, et que les étrangers n'avaient rien à y faire. Face à ces propos orduriers, et au comportement impudent d'Anne, mon père, ulcéré, a voulu se lever pour répliquer, mais je l'en ai rapidement empêché, en posant ma main sur son épaule. Je suis restée assise, dans la même posture sereine, regardant sans ciller cette femme, cracher ses malédictions. Après avoir attendu qu'Anne s'époumonne à force de crier, j'ai lentement tendu la main, vers mon sac. Mes mouvements étaient lents, et pleins d'assurance. J'ai sorti le titre de propriété, soigneusement rangé, je l'ai soulevé bien haut, pour que tout le monde puisse le voir, puis je l'ai jeté directement, sur la table en verre. Le claquement sec et tranchant de la couverture rigide contre le verre, a brisé net, tout le chaos ambiant de la pièce. J'ai regardé Maître Bernard, et je lui ai fait un signe de tête presque imperceptible. Recevant le signal, il s'est levé calmement, et a boutonné sa veste. Il s'est raclé la gorge, et sa voix grave, empreinte d'une forte autorité, et chargée de terminologie juridique, a instantanément pris possession de la pièce. Il a désigné le titre de propriété sur la table, et a exigé qu'Anne ouvre grand les yeux, pour lire attentivement ce qui y était inscrit. Il a déclaré, haut et fort, conformément aux documents juridiques délivrés par l'autorité publique compétente, l'unique propriétaire de cet appartement de prestige est ma cliente, à savoir Catherine. Maître Bernard, utilisant les termes les plus précis, a expliqué à Anne les bases du droit de la famille. Il a souligné que cet appartement était un bien propre, acquis par ma cliente avec ses fonds personnels, et que toutes les démarches juridiques avaient été accomplies bien avant la signature du contrat de mariage avec Monsieur Julien. Par conséquent, du point de vue de la loi, cet appartement bénéficiait d'une protection absolue, n'avait aucun rapport avec la notion de patrimoine commun des époux, et encore moins, la famille de Julien, n'y détenait le moindre droit. Il a conclu fermement que le fait qu'ils se tiennent ici tous les trois, et se considèrent comme les maîtres des lieux, constituait, en réalité, une violation de domicile illégal. Anne semblait avoir été frappée par la foudre. Ses mains, solidement posées sur ses hanches, se sont mises à trembler, puis sont retombées mollement. Son visage s'est complètement décomposé. Les yeux exorbités, elle fixait le document rose posé sur la table, comme si elle venait de voir un fantôme. Elle marmonnait dans sa barbe, cherchant désespérément un argument, mais les mots lui faisaient défaut. Céline, terrée derrière elle, en a également eu le souffle coupé, la bouche grande ouverte. Elle n'aurait jamais pu imaginer
que l'appartement dont elle se vantait tant auprès de ses amis, appartenait en réalité à cette belle-sœur, qu'elle avait toujours méprisée. Ce n'est qu'à ce moment-là, que Julien est sorti de sa brume alcoolique. Il s'est avancé d'un pas mal assuré, tentant d'apaiser la situation, avec un ton mielleux et profondément faux. Il a déclaré que, puisqu'ils avaient vécu ensemble tant d'années, l'essentiel, c'était l'amour. En ce qui concernait les biens, il avait, lui aussi, apporté sa contribution, en payant les factures mensuelles d'eau et d'électricité, et qu'on ne pouvait pas le jeter à la rue, comme un malpropre. Les mots de Julien résonnaient de façon pitoyable et ridicule, mettant à nu sa nature mesquine, lui qui s'accrochait aux dernières miettes de ses prétendus droits, à l'aube d'une défaite totale. J'ai souri avec mépris. S'il s'imaginait que quelques centaines d'euros de factures lui octroyaient la moitié de la valeur de cet appartement, il se mettait le doigt dans l'œil. La bataille juridique ne faisait que commencer, et ce titre de propriété n'était qu'un petit échauffement. En entendant les excuses minables de Julien, un faible sourire s'est dessiné sur mes lèvres. L'arrogance humaine n'a décidément aucune limite. Il osait parler de sa contribution sous forme de paiement de facture, d'utiliser ces quelques centimes pour revendiquer une part d'un appartement pour lequel j'avais sacrifié toute ma jeunesse. Les mots de Julien ont résonné dans le salon, prenant les allures d'une farce grotesque. Mon père, assis sur le canapé, a froncé les sourcils. Ses sourcils se sont rejoints, pour ne former qu'une seule ligne droite. Son regard, braqué sur Julien, était gorgé d'un profond mépris. Ma mère a soupiré, et a détourné la tête, comme si elle ne voulait plus voir le visage hypocrite de ce gendre, qu'elle avait autrefois tant apprécié. Je suis resté de marbre, sans élever la voix, et sans entrer dans une altercation avec lui. J'ai tendu le bras, et j'ai pris sur la table, la chemise en plastique transparente. Le bruissement du plastique a résonné bruyamment dans le silence oppressant. J'en ai lentement extrait une liasse de feuilles au format A4, agrafées ensemble. Dans le coin gauche de chaque page, figurait le tampon rouge, bien frais de la banque. J'ai jeté la liasse, en direction de Julien. Les documents ont glissé sur la surface lisse de la table en verre, pour venir s'immobiliser, juste sous son nez. J'ai prononcé, d'une voix glaciale et tranchante, en articulant chaque mot, ouvre grand les yeux, et regarde attentivement ces papiers. Regarde donc, ce que représente réellement, ta soi-disant contribution. Julien a dégluti difficilement. Sa main tremblait légèrement, lorsqu'il a saisi la liasse. Son regard a glissé sur le titre en gras, relevé détaillé du compte d'épargne joint. Le compte, que Julien et moi avions convenu d'ouvrir, juste après notre mariage, pour mettre de l'argent de côté pour l'avenir de nos enfants. Je me suis souvenu, comment je m'étais privé de tout. Chaque mois, une fois mon salaire tombé, je déduisais les dépenses incompressibles, et je mettais de côté chaque centime, pour le virer sur ce compte sans âme. J'avais fait une croix sur les jolies robes, sur les sorties entre amis, espérant que le solde du compte gonflerait, offrant à notre famille des fondations financières en béton armé. Julien, lui aussi, avait juré de verser sur ce compte toutes ses primes de projet. Mais la vérité, étalée noir sur blanc sur ses feuilles, était brutale et répugnante. J'ai démasqué le crime de Julien devant tout le monde. Depuis le début de l'année, profitant de ma confiance aveugle, et du mot de passe de l'application bancaire que je lui avais fournie pour faciliter le paiement des assurances, Julien avait secrètement effectué des dizaines de virements. À chaque fois, plusieurs milliers d'euros, et une fois, près de 10 000 euros d'un coup. Tout cet argent, quittait notre compte d'épargne commun, pour atterrir sur un seul et même compte, appartenant à Anne, sa propre mère. Le montant total des fonds détournés s'élevait à la coquette somme de 30 000 euros. Le visage de Julien a pris une teinte d'une pâleur cadavérique. Il est resté bouche bée. Ses yeux, restés fixés sur les chiffres, que j'avais pris soin de surligner au marqueur jaune. Les preuves étaient bien trop flagrantes, trop détaillées, avec les codes de transaction, et l'heure précise de leur exécution. Il n'y avait pas la moindre petite faille, lui permettant de se justifier. Anne, qui se tenait juste à côté, a regardé les papiers par-dessus l'épaule de son fils, et son visage, jusqu'alors cramoisi par la rage, a viré au gris cendre. Elle a commencé à bégayer,
tentant de sauver les restes de sa dignité. Elle a affirmé, d'une voix de fausset, que son fils transférait de l'argent à sa mère pour qu'elle le garde, et alors, où était le mal? Les jeunes de nos jours sont beaucoup trop dépensiers, et elle, en tant que personne mature, avait simplement pris cet argent sous son contrôle. Et, lorsqu'ils auraient besoin d'argent pour un gros achat, elle leur rendrait tout. Elle n'avait pas volé le moindre centime. Ces mots sonnaient creux et affreusement faux. Garder de l'argent, mais le faire en le cachant à sa belle-fille. Garder de l'argent, alors que, quand je l'interrogeais sur le compte commun, Julien éludait toujours la question, en disant « Laisse ça là, ça rapporte des intérêts ». Maître Bernard s'est immédiatement levé, interrompant cette piètre représentation théâtrale. De sa voix ferme, et avec un professionnalisme irréprochable, il a expliqué à la mère et au fils ce que disait la loi. Il a souligné que les actes de Julien constituaient une violation flagrante des dispositions relatives au bien commun des époux. Le virement non autorisé d'une somme importante, comme 30 000 €, sur le compte d'un tiers, sans le consentement de son épouse, est qualifié de recel de biens pendant le mariage. L'avocat les a sévèrement mis en garde, précisant que cet acte pourrait être contesté devant le tribunal, avec, à la clé, une demande de saisie du compte bancaire, et la restitution forcée de l'intégralité de la somme. L'annonce de l'avocat a fait l'effet d'une douche glacée sur Anne et son fils. Céline, qui se terrait jusque-là derrière sa mère, en entendant parler de tribunal et de justice, a verdi de terreur, n'osant plus prononcer le moindre mot. Julien est resté cloué au sol. Ses lèvres remuaient, mais aucun son n'en sortait. L'image de l'homme de famille modèle, responsable et accompli, qu'il s'était forgé pendant si longtemps, venait de s'effondrer, dévoilant l'essence d'un individu cupide, calculateur, et d'une bassesse extrême. Il s'était imaginé pouvoir me berner, avec ses petits virements discrets, mais il ignorait que, lorsqu'une femme se dévoue corps et âme à son mariage, aucun mensonge ne peut rester caché éternellement. La scène du détournement de cette coquette somme a définitivement pulvérisé l'arrogance de cette famille. L'atmosphère dans le salon était devenue d'une lourdeur insupportable. La confusion s'était emparée du trio. Julien s'est pris la tête à deux mains. Des gouttes de sueur froide perlaient sur son front. Il a tenté de reprendre ses esprits, a inspiré un grand coup, et a commencé à jouer la comédie. Julien a baissé le ton de sa voix, usant de ce timbre mielleux, avec lequel il avait l'habitude de me manipuler. Il a prétendu que ces 30 000 €, il les avait, en réalité, investis dans une affaire, en s'associant avec des amis, dans le but d'élargir son réseau professionnel, et de décrocher, justement, ce poste de chef des ventes. Il jurait qu'il craignait de m'inquiéter, qu'il avait peur que je le dissuade de se lancer dans des investissements risqués, et que c'était pour cette raison qu'il avait demandé à sa mère d'être la titulaire du compte. Mais jamais, au grand jamais, il n'avait eu l'intention de s'approprier l'argent du couple. Il a fait un pas vers moi, tendant la main pour attraper la mienne. Son visage mimait un repentir, d'une sincérité apparente. Il m'a supplié de le croire pour une toute dernière fois. Sophie, assise juste à côté, a immédiatement repoussé sa hande, d'un revers sec, balançant une remarque acerbe, en lui disant que son scénario était bien trop cousu de fil blanc. Même dans les séries à l'eau de rose bas de gamme, on n'utilise plus de ressorts dramatiques aussi bidons. Je suis resté immobile, contemplant avec une indifférence totale l'homme qui se tenait devant moi. Mon cœur ne ressentait plus ni douleur, ni colère. Il était devenu de pierre, aussi froid que la cendre. Les mensonges de Julien avaient atteint un niveau tel qu'il était difficile, pour une personne normale, de le concevoir. J'ai soupiré doucement, décidant de ne pas le laisser s'enliser davantage, dans ce marécage de mensonges. J'ai glissé la main, pour la 3e fois, dans mon dossier. Ce serait l'ultime coup, le coup de grâce. Celui qui allait mettre fin, une bonne fois pour toutes, à ses piètres excuses. J'en ai sorti une liasse de photographies couleur, imprimées sur du papier glacé de haute qualité. Des tickets de caisse rouge y étaient agrafés. J'ai ramassé toutes ces preuves, et je les ai jetées violemment sur la table. Les photos se sont éparpillées, atterrissant face vers le haut, et exposant ainsi la sale vérité que Julien avait gardée secrète, pendant si longtemps. J'ai déclaré,
à voix haute et d'un ton cinglant, tes investissements dans ton fameux réseau professionnel se sont révélés particulièrement rentables. Ils t'ont carrément rapporté une jeune maîtresse torride, dans un complexe hôtelier de luxe, sur la côte normande. Tous les regards se sont instantanément rivés sur la table en verre. Des photos nettes, jusqu'au moindre petit détail, s'étalaient sous la faible lumière du salon. Sur la première, Julien tenait par la taille, une jeune femme vêtue d'une robe à bretelles rouges vifs. Ils se tenaient joue contre joue, enlacés, dans le hall de l'hôtel. Sur la deuxième, Julien lui ouvrait la portière d'une voiture. Sa main était posée de manière très licencieuse, sur la cuisse de la jeune femme. Sur la troisième, il dînait aux chandelles. Julien nourrissait sa maîtresse à la petite cuillère, le visage illuminé, par un sourire béat que je n'avais plus vu chez lui, depuis très longtemps. À côté des photos, reposaient les factures de l'hôtel, les notes du restaurant et du spa, imprimées directement depuis le système de l'établissement. Partout, le nom du payeur indiquait clairement Julien. Les dates sur les factures coïncidaient parfaitement avec les jours où Julien téléphonait à la maison, m'assurant qu'il était en déplacement urgent dans une région voisine, pour faire une étude de marché, me suppliant de bien prendre soin de ses parents et de la maison. Pendant que je trimais sans compter mes heures de sommeil, m'occupant du foyer, briquant le moindre recoin de l'appartement, et grappillant chaque centime au marché, mon mari modèle dépensait l'argent de nos économies communes pour entretenir sa maîtresse, dans les endroits les plus somptueux. En voyant ces photos, mon père a fermé fort les yeux. Sa mâchoire s'est contractée avec une telle violence, que ses muscles maxillaires saillaient. Ma mère a éclaté en sanglots, enfouissant son visage dans l'épaule de mon père, pleurant pour sa fille obéissante, qui devait endurer une telle humiliation. La trahison n'avait pas seulement planté un poignard dans mon cœur, elle avait également piétiné la fierté et l'amour de mes propres parents. Mais la réaction de la famille de Julien fut tout bonnement pitoyable. Julien semblait suffoqué. Son visage, déjà pâle, était devenu blanc comme un linge. Ses genoux se sont mis à trembler. Il a perdu l'équilibre, incapable de se tenir debout. Il a chancelé en arrière, et a heurté violemment le meuble de la télévision, dans un grand fracas. Anne n'était pas moins choquée. Les yeux exorbités, elle fixait les photos, une main plaquée sur la bouche, pour s'empêcher de crier. Il est probable qu'elle-même n'avait jamais imaginé que son fils, si docile et talentueux, dont elle était si fière, dépenserait des fortunes pour entretenir une maîtresse, et commettrait des actes aussi lâches, détruisant ainsi sa propre famille. Céline, la belle-sœur, était en pleine crise de panique. Elle s'était recroquevillée, terrifiée, contre le mur. Son regard, perdu, balayait la pièce dans tous les sens. Elle n'osait plus regarder personne, ayant totalement perdu de sa morgue matinale. J'ai regardé Julien droit dans les yeux. Ma voix résonnait, d'une fermeté et d'une froideur à vous glacer le sang. Je lui ai bien fait comprendre que j'avais rassemblé toutes ces preuves au cours des 6 derniers mois. 6 mois, depuis que j'avais commencé à déceler ces mensonges. Grâce à l'aide d'une agence de détectives privés fiable, j'étais au courant de chacun de ses pas, de chacun de ses mensonges. Mon silence n'était pas une preuve de stupidité ou de soumission, mais bien du temps investi, pour préparer une contre-attaque foudroyante. Il avait piétiné ma confiance, méprisé mes sacrifices, et aujourd'hui, il allait devoir payer la note, de son propre honneur, de sa carrière, et de son argent. Ces preuves accablantes sonnaient comme une condamnation à perpétuité, pour sa carrière de mari, et d'homme. Les hurlements d'Anne, ainsi que le fracas causé par la chute de Julien, ont généré un tapage qui a résonné, dans tout le couloir silencieux du 15e étage. La porte d'entrée de l'appartement, que je n'avais pas complètement fermée, était restée entr'ouverte de la largeur d'une main. Cette fente a involontairement transformé toute la tragicomédie de la famille de Julien, en point de mire pour tous les voisins. Des chuchotements et des ragots ont commencé à filtrer du couloir. Les bruits de pas se faisaient de plus en plus bruyants. Soudain, la porte a été poussée de l'extérieur. Un homme d'un certain âge est entré, les cheveux grisonnants, doté d'une carrure robuste. Il portait une simple veste grise. Son visage carré transpirait la sévérité et l'intégrité. C'était Monsieur Laurent,
le président de notre syndic de copropriété. Monsieur Laurent, un ancien militaire à la retraite, était un homme direct et honnête, et tout le monde dans l'immeuble le respectait. Derrière lui, se tenaient plusieurs voisins familiers. Parmi eux, Valérie de l'appartement d'en face, et le couple Dupont, du bout du couloir. Ils jetaient des coups d'œil dans l'appartement, partagés entre curiosité et compassion, témoins du chaos qui y régnait. Monsieur Laurent a balayé du regard l'appartement vide. Ses yeux ont glissé sur la photo de mariage en miettes sur le sol, pour s'arrêter au beau milieu du salon, là où nous étions assis à 5, tandis que le trio restait tassé dans un coin. Il s'est raclé la gorge. Sa voix grave, pleine de l'autorité d'un homme d'expérience, a résonné avec force. Il a demandé quelle était la cause de ce chahut et de ces cris, au beau milieu de la nuit, qui troublaient la paix de tout l'étage, et empêchaient les honnêtes gens de dormir. Prise de court par l'arrivée inattendue du président du syndic, et sous le regard inquisiteur des voisins, Anne a cédé à la panique. Très vaniteuse, elle redoutait par-dessus tout les moqueries et les commérages. Elle s'est précipitée en avant, s'efforçant d'esquisser un sourire crispé, et, balbutiant misérablement, elle s'est mise à expliquer qu'il s'agissait là d'un simple petit malentendu familial. Les jeunes mariés s'étaient un peu disputés, et elle s'en excusait platement. Elle a promis de présenter ses excuses à tout le monde, en personne, dès le lendemain matin. Mais, avant même qu'elle ait pu terminer sa phrase, Maître Bernard s'est levé, calmement, mais avec une résolution de fer. Il a salué poliment le président du syndic, et, de façon brève mais exhaustive, il a exposé les faits, en s'appuyant exclusivement sur les preuves matérielles. Il a désigné les photos de l'adultère, les relevés de détournement de fonds, ainsi que le titre de propriété, étalé sur la table. Il a déclaré clairement qu'il ne s'agissait nullement d'une banale dispute familiale, mais bien d'une infraction à la législation sur le mariage, d'une trahison, et d'une tentative d'accaparement des biens propres de sa cliente. Monsieur Laurent s'est approché de la table, a pris en main les photos et les relevés bancaires, les étudiant avec attention. Son visage a changé à vue d'œil, passant de la surprise à une fureur absolue. Il a violemment jeté les papiers sur la table, et s'est tourné brusquement vers Anne et Julien. Monsieur Laurent, pointant son index accusateur directement sur Julien, s'est mis à le réprimander sévèrement. Il a affirmé, indigné, qu'il vivait dans cet immeuble depuis de nombreuses années, et qu'il n'avait jamais croisé une épouse aussi douce et attentionnée que Catherine. Tous les matins, elle allait au marché, saluant toujours les plus âgés avec politesse, et, souvent, elle donnait un coup de main pour nettoyer le couloir commun. Il a qualifié Julien de pitoyable individu, incapable d'apprécier le trésor qu'il tenait entre ses mains, préférant dilapider l'argent, gagné à la sueur du front de sa femme, pour des maîtresses de petite vertu. Puis, se tournant vers Anne, il l'a accusée sans détour, d'être une adulte dénuée de la moindre conscience, qui couvrait la dépravation et la cupidité de son fils, tout en rabaissant sa propre belle-fille. Il a ajouté que le prétexte de la voiture trop petite pour empêcher sa belle-fille de se joindre à la fête était l'acte le plus mesquin, le plus cruel, et le plus ignoble dont il ait jamais entendu parler. Ces mots cinglants, prononcés par le président, ont frappé la fierté illusoire de cette famille comme des coups de marteau. Dans le couloir, les voisins se sont mis à murmurer, et à les juger. Valérie a retroussé les lèvres, raillant ouvertement le snobisme de la mère et du fils. Le chef de la famille Dupont a secoué la tête, sidéré par la décadence morale, d'un homme aussi bien éduqué que Julien. Sous le poids de la réprobation publique, et accablé par les regards méprisants de son entourage, Anne a caché son visage dans ses mains, éclatant en sanglots d'humiliation. Céline, n'en pouvant plus de honte, s'est enfuie en courant dans le couloir, n'osant pas rester une seconde de plus. La condamnation de la société, le déshonneur aux yeux du monde, c'était là le châtiment le plus juste, pour leur cupidité et leur lâcheté. Alors que son honneur venait d'être déchiqueté en lambeaux sous les yeux des voisins, et que toutes ces basses manigances avaient été démasquées à la lumière de la loi et de la morale, le dernier rempart de l'arrogance de Julien s'est effondré. Plus moyen de nier l'évidence. Plus aucune échappatoire possible. Il a réalisé qu'il s'était lui-même acculé dans une impasse. Si cette affaire devait être portée devant la justice,
puis devant la direction de son entreprise, le poste de chef de service, dans lequel il n'avait même pas encore eu le temps de chauffer son fauteuil, allait s'envoler pour de bon. Pire encore, l'ensemble de sa carrière, qu'il avait mis des années à bâtir, serait réduite en cendres. Dans un élan de désespoir le plus total, Julien a perdu toute dignité masculine. Ses genoux ont cédé, et il s'est effondré avec un bruit sourd sur le carrelage glacial. Rampant à genoux, il s'est traîné jusqu'à moi. Ses mains tremblantes se sont agrippées à l'ourlet de ma robe. Son visage ruisselait de larmes et de morve. Il avait l'air si pitoyable, que personne n'aurait reconnu en lui, ce nouveau patron si pimpant et si généreux, qui avait franchi la porte de cet appartement, à peine quelques heures auparavant. Julien a éclaté en sanglots. Sa voix se brisait sous l'effet de la panique et des remords. Il n'a cessé de me supplier de lui pardonner, implorant qu'au nom de nos 3 années de mariage, je lui donne une chance de tout réparer. Il mettait tout sur le dos de l'alcool et des tentations de la société, promettant de couper immédiatement les ponts avec sa jeune maîtresse. Il a promis solennellement que, dès le lendemain matin, il irait à la banque pour restituer les 30 000 € sur le compte commun. Il a juré que, dorénavant, il me porterait sur un piédestal, comme une reine, et qu'il ne me laisserait plus jamais souffrir. En regardant cet homme se traîner à mes pieds, je n'ai ressenti pas la moindre goutte de pitié. Les larmes de crocodile ne coulent que lorsqu'une proie appétissante vient à vous échapper. J'avais parfaitement conscience que Julien ne pleurait pas parce qu'il avait réalisé ses erreurs, ni parce qu'il m'aimait encore. Il pleurait parce qu'il regrettait de perdre une épouse si docile, qui remplissait pour lui le rôle de bonne à tout faire gratuite. Il pleurait parce qu'il craignait de perdre un soutien financier de taille, et parce qu'il redoutait de perdre la vitrine d'une famille heureuse, qui lui servait de tremplin pour sa carrière. Si je ne l'avais pas démasqué aujourd'hui, si je ne lui avais pas asséné ce coup de grâce fatal, ses larmes auraient-elles coulé? Ou serais-je resté pour toujours, la laisser pour compte, lors des festins de sa famille? Conservant une expression de glace, je me suis levé brusquement, et j'ai arraché violemment l'ourlet de ma robe, de ses mains répugnantes. À cause de cette secousse brutale, Julien a perdu l'équilibre, et est tombé en avant. J'ai reculé d'un pas, et je lui ai jeté cette phrase glaciale: son repentir arrivait beaucoup trop tard, et à mes yeux, il n'avait plus aucune valeur. Un miroir brisé, même si on le recolle, gardera pour toujours ses fissures, tranchantes, prêtes à blesser à nouveau. Maître Bernard a compris le message. Il a sorti de sa serviette 2 formulaires imprimés au format A4, et les a posés sur la table. C'étaient des demandes de divorce par consentement mutuel, ainsi qu'une convention de partage des biens. La voix de l'avocat énonça de manière claire et nette les conditions. Premièrement, les 2 parties acceptent le divorce et se libèrent mutuellement. Deuxièmement, Julien, ainsi que sa famille, devront immédiatement emballer toutes leurs affaires personnelles et quitter cet appartement. Troisièmement, Julien s'engage, sous 48 heures, à restituer l'intégralité de la somme de 30 000 €. S'il s'y refuse, il fera face à des poursuites judiciaires impliquant directement son employeur. Considérant qu'il est la partie fautive, ayant violé de manière flagrante le devoir de fidélité, il partira, les mains totalement vides. Julien regarda le document de divorce, comme s'il s'agissait de sa condamnation à mort. Il a jeté un regard implorant vers sa mère, mais Anne, à ce moment précis, pleurait à chaudes larmes, le visage enfoui dans ses mains, se retrouvant complètement démunie, face aux arguments imparables de la loi, et aux témoignages du président du syndic. Ayant pris conscience que toute tentative de résistance serait vaine, Julien a lentement saisi le stylo sur la table. Sa main tremblait très fort. D'une écriture mal assurée, il a apposé sa signature au bas de la page. Cette signature venait de marquer la fin d'un mariage raté, la fin des jours sombres et injustes, qui avaient terni ma vie. Noir sur blanc, tout était réglé. J'avais récupéré la justice et ma dignité. Une fois que Julien eut signé les documents, Maître Bernard a soigneusement rassemblé l'ensemble des preuves et les formulaires de divorce, pour les ranger dans sa serviette en cuir noir. Monsieur Laurent, le président du syndic, a secoué la tête avec amertume, a prononcé quelques mots à l'adresse d'Anne, au sujet de la décence élémentaire, puis,
il a quitté les lieux, priant les voisins de regagner leurs appartements, afin de ramener le calme dans l'immeuble. Dans le salon, il ne restait plus que les sanglots étouffés d'Anne, et le visage figé, tel un masque mortuaire, de Julien. Face à l'anéantissement total d'une famille, qui me considérait autrefois comme une simple épine dans le pied, je n'ai pas daigné les accabler de malédictions, ni les jeter dehors dans le froid de la nuit. Au bout du compte, j'étais une personne bien élevée, issue d'une famille respectable, et je ne souhaitais pas m'abaisser à leur niveau de bassesse morale. J'ai jeté un tout dernier coup d'œil au salon, puis j'ai regardé Anne et Julien. J'ai annoncé d'une voix calme, exempte de toute once de haine, que je leur accordais un délai jusqu'au lendemain matin, à 9 heures précises, pour rassembler leurs affaires et partir. Une fois ce délai écoulé, Maître Bernard fera intervenir des professionnels en mon nom, afin de faire changer l'intégralité des serrures, des codes biométriques et des systèmes de sécurité de l'appartement. Tout objet leur appartenant et laissé sur place serait considéré comme un encombrant et mis au rebut, conformément au règlement de la copropriété. Anne a levé vers moi son visage inondé de larmes, et tout boursouflé. Dans le regard de cette femme cupide, se lisaient à présent des remords incommensurables. C'était peut-être, à ce moment très précis, qu'elle mesurait pleinement la cruauté du karma. Elle avait pris conscience que son avidité sans fond, ses préjugés aveugles, et son mépris rempli de fiel, avaient détruit le foyer de son fils, de ses propres mains. Elle avait jeté au loin un joyau inestimable, le confondant avec un vulgaire caillou sur le bord du chemin. Ses remords tardifs s'étaient mués en la condamnation de sa propre conscience, un fardeau qu'elle devrait porter jusqu'à la fin de ses jours. Quant à Julien, il était resté prostré sur le sol, se tenant la tête entre les mains, noyé dans le regret de ce futur brillant, qui venait d'éclater comme une bulle de savon, tout cela, à cause de ses vils penchants. Je n'ai pas perdu une minute de plus à contempler l'étendue de leurs remords. J'ai pris ma mère par le bras, j'ai aidé mon père à se relever. Ma famille entière, accompagnée de Sophie et de Maître Bernard, s'est tournée pour passer le pas de la porte. J'avançais d'un pas ferme, le dos bien droit et la tête haute, auréolée de fierté. Derrière cette porte close, restait l'étreinte étouffante de la trahison, ainsi que le passé douloureux d'un mariage voué à l'échec. L'âme en paix, je suis entré dans l'ascenseur inondé de lumière. Lorsque les portes se sont refermées, étouffant à jamais tous les bruits provenant de ce 15e étage, un sentiment de paix profonde s'est diffusé dans tout mon être. Ce rocher énorme, qui m'écrasait la poitrine depuis 3 longues années, venait enfin de s'évaporer. En sortant de l'immeuble, j'ai été frappé par les rafales glacées du vent hivernal. Mais étrangement, je me sentais incroyablement légère, sereine. Dans le ciel nocturne de Paris, on ne distinguait aucune étoile, mais la lumière jaune des lampadaires, baignant le bitume de sa lueur, brossait un tableau, empreint d'une surprenante quiétude. Je me suis dirigé vers la voiture de mes parents. Mon père a démarré le moteur. Le véhicule s'est mis à rouler en douceur, pour se fondre dans le trafic de ces rues désertes. Installé à l'arrière, j'ai posé ma tête sur l'épaule de ma mère, respirant la chaleur de ce parfum que je connaissais si bien. Ma mère m'a tendrement serré dans ses bras. Sa main ridée caressait mes cheveux avec douceur, en un geste de réconfort silencieux. Après avoir survécu à cette nuit d'orage et de cauchemar, j'avais enfin fini par comprendre que pardonner aux autres s'avère parfois être le meilleur moyen de se libérer soi-même. J'avais pardonné l'aveuglement de mon passé, j'avais relâché toute ma rancœur, afin d'ouvrir grand la voie de mon futur. La voiture m'emmenait au loin, aux côtés des êtres qui m'aimaient d'un amour véritable, m'extirpant de ces marécages ténébreux, pour me guider vers la lumière radieuse de la liberté, de la lucidité, et vers cette toute nouvelle existence, qui s'offrait à moi. Toutes les tempêtes appartenaient désormais au passé. Demain, c'est une certitude, le soleil se lèverait à nouveau, rien que pour réchauffer mon âme. Chers auditeurs, alors que s'achève l'histoire de Catherine, chacun de nous est probablement traversé par un tumulte d'émotions. Une pointe d'amertume, pour cette jeunesse, et ce dévouement gâché en vain, mais également, un immense soulagement de voir que la justice, et le respect de soi-même, finissent toujours par triompher. Il est possible que ce récit nous enseigne qu'une patience sans limite et le don de soi
ne garantissent pas toujours une fin heureuse, en particulier, s'ils sont prodigués à des individus profondément égoïstes et dénués de cœur. La plus grande des leçons est sans aucun doute la façon dont nous devons nous comporter au sein même de notre foyer. En aucun cas, il ne faut se servir des liens du sang ou de la position de chef de famille, dans le but d'humilier son partenaire. Car le prix à payer pour l'avidité et le mensonge sera toujours d'une lourdeur écrasante. En parallèle, cette histoire résonne comme un appel vibrant, adressé à chaque femme: soyez fiers de vous, battez-vous pour votre indépendance financière, et trouvez le courage de renoncer à tout ce qui a fait son temps. Pardonner à un traître s'avère parfois indispensable, non pas parce qu'il mérite ce pardon, mais pour affranchir votre propre cœur, et vous frayer un chemin vers une lumière bien plus éclatante. Quand une porte vient à se refermer, une autre finit irrémédiablement par s'ouvrir, pour vous conduire sur le chemin de la sérénité et de la paix. L'essentiel demeure de toujours conserver sa dignité et sa bienveillance. Nous vous remercions du fond du cœur d'avoir pris de votre temps précieux pour écouter notre histoire.